Alors, je remercie Fabien cette invitation pour être ici et aux étudiants et tous les organisateurs de cette belle colloque. Merci beaucoup. Il faut que je dise excusez-moi à tous parce que je vais tuer la belle langue française parce que je parle très mal français et probablement quelquefois j'ai des mots qu'oublie, que je parle en français, en anglais, au portugais. Mais, tout le monde va comprendre, j'espère. Alors, je commence avec une idée que je prends de la conférence de Fabien. Euh, et cette idée, c'est pour penser ici, qu'est-ce que c'est une exposition? Et cette exposition en particulier, que s'appelait Anna Atterley et le baroque, que j'ai fait cette dernière année à Lisbonne, à Gulbenkian, qui a terminé en janvier. Et c'est cette idée qu'après l'accompli de la métaphysique, de ces temps post-métaphysiques, poétiser est nécessaire. Je suis philosophe, ma formation c'est en philosophie, et je pense le commissariat d'exposition ou une exposition comme une forme d'essai. Essai d'après Montaigne, essai comme une forme aussi d'expérimenter l'expérience, et on a parlé aussi de sentiment, cette idée aujourd'hui aussi sur la poésie, que ça m'intéresse, pas seulement la conceptualisation. Alors, pour moi, cette possibilité que Cédric a parlé d'un montage organique dans une exposition m'intéresse beaucoup, ou dans un mot que je porte de Jean-Luc Nossi aussi, d'éclosion. Une exposition, un essai n'est pas un espace fermé, c'est un espace vraiment de d'éclosion, d'ouverture, même de désouvrement, comme on a parlé déjà. Alors, cette expo, Anna Atterley et le baroque, était la possibilité de penser le baroque, cette période, mais aussi la période historique avec ses circonstances, mais aussi avec les possibilités stylistiques du baroque. Mais penser aussi le travail de Anna Atterley, que je parlerai un peu. Anna Atterley, était un artiste portugaise. Et elle est née en 29 et est décédée il y a 2 années, en 2015. Et on sait son travail, mais aussi cette relation, et relation dans ce sens aussi sensuel, avec la tradition. Comment un artiste aujourd'hui, au contemporain, travaille avec l'antécédent. Ça était aussi la possibilité de penser pendant cette expo. Sur l'idée baroque et de Anna Atterley de métalangage, et je pense surtout aussi pour penser le maintenant. Et ça, je parlerai un peu plus de ça. Hier, les étudiants ont utilisé un concept qui m'intéresse beaucoup, de Aufhebung, pour penser la relation avec la tradition. Et je pense que cette expo, ce travail d'Anna Atterley, c'est aussi une possibilité de penser ça. Comment cette relevée de l'histoire se peut montrer dans un travail contemporain, et vraiment contemporain. Alors, je commence pour expliquer un peu mieux cette relation dans le titre. Anna Atterley et le baroque, mais dans une version temporelle au goût du XVIIe siècle, comme un monde à l'envers, ne m'intéresse seulement l'influence du baroque dans le travail d'Anna Atterley, mais comme Anna Atterley a influencé le baroque en le réinventant. Comment elle a modifié, avec ses études, leçons et travail artistique, notre compréhension de ces styles et moments de l'histoire. Cet intérêt, commun à d'autres artistes contemporains de Atterley, peut révéler aussi quelque chose de la seconde moitié du XXe siècle, et pas seulement de la période baroque. Mais, comme je dis, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai pensé le baroque et le XXe siècle aujourd'hui. Et pour ça, la question, c'est cette exposition ou cette conférence aujourd'hui
peut-elle être un commentaire sur le présent, servir de miroir critique et non une fuite savante dans le passé perdu. J'ai trouvé le défi et les arguments en faveur de cette exposition dans la biographie et bibliographie de l'artiste. C'est une artiste, précurseur de la poésie visuelle au Portugal, réalisatrice de films expérimentaux, mais aussi de programmes de la télévision aux années 70. Elle a fait un programme télévisif à la télévision statale. Elle était performeur. Enfin, elle a fait une des premières performances au Portugal en 77, excusez-moi. Et était traductrice, c'est bien pour ce moment-là, ici, de ce contexte. Elle était traductrice, a beaucoup traduit, était aussi une forme de gagner d'argent, d'avoir d'argent, et aussi professeur universitaire de littérature baroque. Alors, les artistes la connaissent bien comme avec ses dessins ou ses films expérimentaux. Dans le monde de l'art, dans le monde de l'art, tout le monde le connaît comme ça. Dans le monde de la littérature, elle était un poète très renommé. Dans le monde académique, elle était la spécialiste dans le baroque. Mais comme c'était trois, différents, et cette exposition, c'est pour montrer le tout, l'unité dans son travail. Par exemple, elle a été l'éditrice d'un magazine, je pense que c'était la seule magazine sur l'étude baroque existait au Portugal, il s'appelle Claroscuro, Chiaroscuro, clair-obscur, et qu'on voit déjà là, dans cette paradoxe, quelque chose qui m'intéresse, qui va intéresser aussi après. Et voit aussi dans les deux numéros de le magazine, dans la couverture, à la gauche, un dessin avec des mots, vous pouvez voir avec des lettres, des signes au intérieur de ce dessin, que c'est du XVIIe siècle. Par exemple, ici, vous pouvez lire Maria, c'est le nom, Maria, Sophia et Elisa, dans le centre de la rose. Et aussi, ce jeu que va intéresser, et après je parlerai de ça, ce jeu aussi là de signes avec le dessin. À côté, une autre couverture faite par Anna Atterley. Aussi avec des textes, bien sûr, et de dessins faits pour le magazine la première fois a été fait ce travail pour le magazine de poésie visuelle portugaise qui s'appelle POEX aux années 70. Alors, c'est Anna qui a écrit ça. Lorsque l'expérimentalisme portugais s'est engagé à défendre la poésie de la période baroque, période de notre culture systématiquement condamnée par le néoclassicisme, ils l'ont fait en pleine conscience. C'est précisément parce que l'establishment a condamné la production poétique de cette période qu'ils ont décidé de la défendre. C'était une démonstration d'un kidnapping le baroque. Kidnapping le baroque, c'est le kidnap of the baroque, c'est un texte brésilien de Haroldo de Campos, c'est un poète visuel brésilien très important, qui a écrit aux années 80 un texte qui s'appelle Le Kidnapping of the Baroque par l'Académie brésilienne. Parce que le baroque était complètement oublié à l'école, à l'université, complètement effacé. Alors, les artistes comme Haroldo de Campos, Anna Atterley, un autre portugais, Melo e Castro, ont beaucoup travaillé sur le baroque pour le montrer comme nécessaire et absolument vital aussi pour la culture. C'était bien sûr une question politique, écrit Anna Atterley, dans le sens plus profond. L'avant-garde osait défier la critique et le pouvoir, le discours officiel, politiquement correct et esthétiquement démodé, associé à un régime dictatorial, avec les armes de l'art poétique. En même temps, on redécouvre les valeurs opérationnelles du baroque poétique, la manipulation sage du langage, dans lequel le caractère performatif du mot, l'image
et la rhétorique générale est conçue à partir d'une grande créativité conceptuelle et dans lequel le sens profond de l'acte créateur en tant que « je », et ce mot c'est très important ici, un « je », est combiné avec une perception aiguë de la valeur de la forme. En montrant cette complicité avec le baroque dans le travail multiforme de Atterley, je voulais réfléchir sur les modes de relation des artistes avec la tradition, l'histoire. Dans cet autre que précède l'artiste, vous pouvez trouver une plus grande affinité avec des temps éloignés que dans la proximité immédiate. Kandinsky a souligné l'affinité des artistes son temps avec des artistes primitifs. Atterley démontre la familiarité entre expérimentalistes des années 50-60 et les artistes écrivains baroques. Cependant, comme je l'ai déjà dit, ces travaux ultérieurs changeant le précédent. Georges Luís Borges écrit ça. En vérité, chaque écrivain crée ses précurseurs. Son travail modifie notre conception du passé comme cela va changer le futur. Alors, ce changement du passé d'ici, d'après le présent, c'est quelque chose qui m'a intéressé beaucoup aussi dans cette relation entre Anna et le baroque. Les successeurs historiques semblant être les créateurs de leurs propres ancêtres. Anna Atterley lit le baroque à travers les lunettes de l'art et de la littérature de son temps, comme elle a lu l'art contemporain avec les lunettes baroques qu'elle a découvertes dans les auteurs du XVIIe et XVIIIe qu'elle a étudiés. Ce mouvement historique de va-et-vient qui élargit et recrée des horizons passés et présents. Ce mouvement ouvre l'avenir dans les deux cas. Le passé change, le présent peut changer aussi. Par exemple, après je peux lire, je dis déjà, si on met une œuvre ancienne dans le contexte contemporain, comme elle a écrit, ça c'est une espèce de conflit que c'est plus intéressant que cette idée d'une historicité comme une ligne. Et cette idée de coupe, c'est très intéressant. Fabien a utilisé l'idée d'insurrection et elle utilise l'idée de subversion pour penser à ça. Après tout, le passé a un avenir à naître. La tradition est en réinvention permanente. Un autre artiste portugais de la même époque, qui a travaillé aussi le baroque, Ernesto de Souza, a utilisé pour titre d'une de ses expositions « La tradition est une aventure ». La tradition est une aventure. D'après la rhétorique baroque, l'œuvre d'art s'adresse immédiatement au sens et ensuite à la raison. Séduire sensuellement et affecter le sentiment pour persuader, instruire et convaincre l'esprit. Il faut attendre le cœur par la sensibilité et l'émotion. Ça, c'est la rhétorique baroque. Percer le cœur, l'enflammer, pourrait être un résumé de la rhétorique baroque. Le véritable désir du baroque est l'effet intérieur. Convertir les sens et les émotions pour attendre la volonté et la raison. Le spectateur est affecté, déplacé, mis en mouvement, contrairement à la sérénité de la Renaissance ou du classique. Avec le baroque, il y a une nouvelle façon pour le spectateur de participer à l'œuvre, une perception active et exigée, un mouvement extérieur, spatial, un déséquilibre et une agitation qui correspondent à un mouvement spirituel intérieur. Intérieur et extérieur, profondeur et surface sont paradoxalement confuses, confondées. Excusez-moi. Par exemple, c'est le symbole meilleur pour ça, c'est l'idée de spirale. Non? La spirale, c'est le mouvement. Dans le début de cette exposition, on peut voir ça. Une œuvre contemporaine des années 70 de Anna,
Anna Atterley. C'est une œuvre rare, c'est unique presque. Elle n'a pas fait beaucoup de sculptures. À côté d'une peinture de Joseph de Óbidos, un peintre portugais du XVIIe siècle. Une flamme stylisée, une sculpture inhabituelle en plexiglas coloré intitulée Lume. Lume, elle écrit en anglais avec deux O, Lume. Quand on l'écoute en portugais, on écoute Lume avec un U, que c'est flamme, feu. Alors, il y a un jeu, et Anne a fait un jeu, parce que ce qu'on voit, c'est vraiment une espèce de flamme stylisée là. Et cette correspondance linguistique entre l'anglais et les mots portugais homophones l'intéressait beaucoup, parce qu'elle a beaucoup travaillé cette idée de jeu de langage. Alors, le jeu de mots est une constante dans la littérature du XVIIe siècle, et le jeu, une de ses catégories essentielles. Le feu, que la sculpture suggère, est un élément baroque par excellence. Le baroque n'est pas seulement une question de forme ou d'apparence. Il faut s'éloigner du formalisme, cette idée de l'excessif seulement, pour se tourner vers l'âme baroque. Ce qui a intéressé à Anna Atterley, c'est l'âme baroque et pas seulement la forme ou le formalisme, comme beaucoup d'historiens ont travaillé. Comment l'homme, la femme baroque voit le monde? C'est ça qui l'intéresse. Quelle est la vision du monde à ce moment-là? À côté, comme je dis, un tableau de Joseph d'Óbidos du XVIIe, que Anna Atterley a beaucoup étudié cette peintre portugaise. C'est une femme et c'est probablement la meilleure artiste portugaise du XVIIe siècle. Ça a intéressé beaucoup, bien sûr, Anna Atterley, qui a travaillé beaucoup les femmes à cette époque-là. Même les écrivains que ne sont complètement oubliés. L'extase mystique qui ici est représentée, le mode de représentation, l'échelle des figures, le plan fermé et sans horizon, nous ne pouvons pas échapper à ce que Joseph veut nous montrer. La carmélite espagnole du XVIe siècle, mystique et femme d'action, apparaît ici dans l'épisode Sa vie, rendu célèbre par Bernini. Tout le monde le connaît. La sculpture considérée comme le plus grand exemple du baroque. Bernin, c'est ça, Bernini en italien. Le représenté et la représentation sont exemplaires du paradigme baroque. La sensualité et la spiritualité sont transmissibles. Et Teresa d'Ávila raconte qu'à ce moment-là, un ange très beau, c'est la description, avait une grande lance d'or. Et au bout de la lance, il y avait comme un feu qui, à plusieurs reprises, me transperçait le cœur, on me pénétrait jusqu'aux entrailles. Toute la description, c'est érotique. Bataille a bien compris ça, a utilisé cette description, bien sûr, dans son livre. Quand il enlevait, était comme si de moi tout se retirant, et j'étais très brûlé par l'immense amour de Dieu. C'est la description de Thérèse. La douleur que cela me causait était si grande que je gémis, mais la douceur de cette douleur était si grande. Alors, il y a toute une description de l'acte sexuel, il y a toute une description presque un orgasme, et cette relation entre le mystique et l'érotique, c'est très important dans ce moment du baroque. Je pense que ce n'est pas par hasard que, excusez-moi, c'est difficile à voir, mais à vous, je peux dire, ici, dans cette côté, il y a une espèce de fente, une forme vaginale ouverte dans de l'ange. La robe de l'ange, c'est extrêmement étrange à la figure parce que ce n'est pas nécessaire. Hein. Et la deuxième, c'est complètement noir. Cette forme, c'est complètement noir. On ne voit rien dedans.
Alors, cette ouverture noire dans la toile, c'est une espèce d'une fente ouverte là. Pour moi, c'est une femme que peindre ça et peindre sur une scène que c'est profondément érotique. Alors, comme le même en Bernini, comme dans le Bernin, la comtesse le même, non? La position du corps et la face de Thérèse dans la sculpture de Bernin, c'est vraiment d'une chose plus sexuelle, charnelle. Enfin, il y a une histoire, une petite histoire, pardon le temps. Un visiteur, je pense qu'il était français, un visiteur français en Italie, à Rome, qui a été devant, au XVIIIe siècle, était devant la sculpture de Bernin et qu'il a dit, ça c'est une extase mystique, je sais tout sur le mystique. Alors, cette réversibilité entre la surface et la profondeur, entre le corps et l'âme, comme entre le douleur et le plaisir physique et spirituel, ça c'est pour moi une des formes de penser aussi le baroque. La peinture et la sculpture nous permettent de voir ce que nous ne verrions pas, ni n'existerait pas sans eux. C'est la création d'un imaginaire, une culture du fantôme. C'est Roland Barthes qui utilise cette expression, culture du fantôme, pour penser dans un livre qui s'appelle Sade, Fourier, Loyola. Cet livre, c'est l'analyse qu'il fait de Loyola, c'est incroyable. Et il définit le projet des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Et les Jésuites sont très importants dans l'expansion du baroque. Pas seulement architectural ou pictural, mais le baroque littéraire. Les exercices spirituels d'Ignace sont des exercices d'imagination. Il est constamment nécessaire d'exerciter l'imagination, au point de tout le travail des exercices consistant en donner image, écrit Roland Barthes, consistant en donner image à qui, à l'origine, ne les avait pas. Alors, donner les images, c'est quelque chose qu'on comprend bien aux périodes baroques. Les personnes qui font les exercices spirituels doivent occuper tous les sens physiologiques, les appliquer en médiation. Ignace de Loyola veut donner de la matérialité à l'invisible, lui donner une image, afin que l'on puisse mobiliser le corps et le désir. Alors, cette matérialisation, cette création d'images, c'est quelque chose qu'on comprend bien avec le baroque. Contrairement à d'autres courants spirituels, philosophiques et religieux, pour saint Ignace, les sens sont une forme de connaissance. L'imagination est alliée à la prière. La perception sensuelle n'est pas un obstacle. Et nous, c'est curieux, Bernin a fait des exercices spirituels. Bernini a fait des exercices spirituels. Ça, c'est aussi intéressant à savoir. Par exemple, cette idée de la folie du voir, comme Christine Bussig-Luxmann parle du baroque, ou par exemple Balthazar Gracián, l'écrivain espagnol, dit que l'œil c'est le membre divin, le membre divin. Cette idée que l'œil c'est une forme possible de connaissance, même si dans le baroque il y a aussi l'opposé, c'est l'idée que tout est illusion. C'est toujours ce contraste que m'intéresse aussi et penser ici. Mais il y a un changement de hiérarchie. Et c'est Barthes qui aussi montre ça. Avant, le baroque était l'oreille, le sens plus important. Après, le toucher. Et seulement le troisième était la vision. Au baroque, c'est vraiment une modification complète de ça, et le sens aussi de connaissance, c'est l'œil. Il y a une souveraineté de l'œil.
cette suspension, tout ça que j'étais en train de dire, d'attirer immédiatement la vision. Et après, la raison et la lecture. On peut voir aussi dans le dessin de Anna Atterley. Ce sont de petits dessins, excusez-moi, ici c'est pour voir, mais ils sont de petits formats. Elle travaille beaucoup en petits formats. Je vais montrer seulement un grand dessin, il n'y a pas beaucoup. Ils sont de petits formats. Ils sont faits avec ce sont très précieuses. Comme on peut voir au loin, il semble seulement une image. Quand on s'approche, on voit que c'est écrit. Il y a des écritures. Ils sont faits d'après écrire. C'est une forme d'écrire. Attirer immédiatement la vision et après la raison ou la lecture. Des dessins et des textes que présentant des références aux anges, à la lévitation, à la suspension, à la rencontre, au salut de l'âme. Par exemple, cette-là s'appelle l'ange suspense. Cette autre, le rencontre. Et save your soul, sauve ta âme, c'est ça. Ton âme, c'est ça. Excusez-moi. En plus de références thématiques et formales que rapprochant ce dessin du travail de Joseph, qu'on a vu à côté, il est important de souligner déjà dans cette introduction le rôle du langage dans ses multiples déclinations dans le travail d'Atterley. Il y a une autre chose, c'est l'insistance récurrente de l'artiste sur la sérialité. Ces 3 dessins sont partie d'une série bien plus grande. Et cette idée, c'est important parce que la sérialité, c'est aussi une trace de la période baroque. La série révèle une esthétique de la répétition et de l'évasion, de la déviation, qu'on peut voir par exemple dans la musique de Bach ou de la musique baroque de variation. L'idée de variation, d'avoir un thème et après la variation. Même dans la littérature, on a ça. Mais c'est que c'est intéressant cette idée d'une forme ouverte à ce moment-là déjà. Par exemple, la peinture de Joseph, c'est parti d'une série sur la vie de Thérèse d'Avila, sur la vie de Thérèse. Alors, cette idée de la série, c'est quelque chose que c'est important au baroque, mais aussi dans le travail d'Anna Atterley. Elle est constamment en train de travailler de série. Et cette idée, je souligne déjà. Alors, par exemple, ces grands dessins que j'étais en train de vous dire, par exemple, c'est cette-là que semble seulement un dessin, mais si vous êtes un peu plus attent, vous pouvez lire les mots page, que c'est paix, peace, en portugais. Et quand on répète même oralement les mots page en portugais, on fait, je ne sais pas si la cacophonie c'est la même en français, c'est page, 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 page. C'est quelque chose qu'on fait quand on donne de clap, page, page, page. C'est the opposite of page. Et c'est très curieux aussi, ici, l'utilisation de la langue, bien sûr, pour faire des dessins, mais quelque chose qui m'a intéressé, c'est que Anna Atterley a étudié aussi tout ça dans le baroque. Ce qui a intéressé à Anna Atterley n'est pas normalement la littérature baroque que nous connaissons. Ce sont les textes visuels du baroque. Et c'est ça que je veux montrer d'une forme plus rapide. Dans l'utilisation ludique de l'écriture, dans la répétition rythmique des mots, les lignes des textes, la formation d'une image en l'écrivant, la proposition de réinvention de la lecture comme un jeu. Et je pense que je peux utiliser les mêmes mots pour cette travail du 18e comme pour cet autre de Anna Atterley. Dans l'expo, comme vous pouvez voir, elle était à côté. Le livre du 18e était ici. C'était une forme de montrer déjà cette relation sensuelle dans l'exposition. Qu'est-ce qui est écrit seulement pour... Je vais montrer ça c'est tellement intéressant pour moi, excusez-moi, parce qu'on va trouver beaucoup de ces
même exercice dans les années 60 et même quelques artistes contemporains. Que ça, c'est une offerte au évêque de Porto, au nord de Portugal, quand l'évêque arrive à la cité. Alors, dans un livre comme celui-là, ça, vous pouvez voir après. Je vais montrer quelques images de cette-là. Dans un livre, on fait un hommage à l'évêque de Porto. Et l'hommage que cette femme, c'est curieux parce que c'est une femme aussi au XVIIIe siècle, cette femme fait à l'évêque de Porto, c'est ce texte visuel. Alors, vous avez une phrase que vous pouvez lire au début. Entrai, José triomphante desta máquina atlante. Entrez, Joseph triomphant dans cette machine atlantique, Atlante. Et après, ce qu'elle fait, et ça c'est tout, il y a des inventions dans le texte, bien sûr, mais il y a aussi des règles. Il y avait des règles pour faire ces labyrinthes. Ce sont le titre de ces textes, labyrinthe. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la première phrase. Dans la deuxième, avance, comment on dit? Ouais, on avance. Dans la deuxième, on avance un, et elle commence à écrire en miroir. Alors, quand on arrive ici, on peut lire la même phrase dans cet côté, dans cet côté, excusez-moi, ici, et cet côté. Alors, la même phrase peut être lue de tous les côtés de cet rectangle. Et c'est probablement un des plus simples de cette labyrinthe. Cet labyrinthe, c'est aussi un des concepts intéressants et importants du baroque. C'est une des catégories du baroque. Et c'est curieux que va être utilisé pour penser ce texte visuel. Par exemple, Anna Atterley a beaucoup travaillé cette idée de labyrinthe. Cette-là s'appelle labyrinthe urbain. Comme vous pouvez voir, on peut lire aussi quelque chose là. Quelquefois, non. Il y a quelque chose qui reste mystérieux, on n'a pas d'accès. Cet autre, c'est une map, une carte du monde, et la spirale est là, bien sûr, mais aussi c'est pensé comme cette idée de cartographie possible. Ou cet autre qui a cette idée de pli sur pli, que le labyrinthe, c'est un labyrinthe parce qu'il y a beaucoup de plis. C'est Deleuze qui a montré ça. Et le minimum d'un labyrinthe, c'est le pli, vraiment. Et cette idée de pli sur pli, avec les textes, il y a toujours des textes dans le travail, dans le dessin de Anna. Quelquefois, on peut lire, autre non. Ça l'a intéressé. Je vais montrer seulement quelques, par exemple, pour montrer que ce n'est pas une chose d'un un madman, seulement une folie d'un au XVIIe. C'est quelque chose beaucoup travaillé au XVIIe et XVIIIe. Par exemple, c'est un livre très sérieux sur les hymnes sacrés. Et les deux premières pages sont deux labyrinthes, comme vous pouvez lire. Labyrinthe avec difficulté, difficultoso. Ce n'est pas seulement un labyrinthe, c'est un labyrinthe avec difficulté. Et le premier, c'est le labyrinthe où se montre qu'est-ce que va être l'œuvre, ce livre, quel est le thème du livre. Et si on commence au centre, et pour tous les côtés, on peut lire comentários hymnológicos. Alors, cette possibilité de faire un jeu au début d'un livre sur les hymnes, c'est intéressant parce qu'en même temps, c'est jeu, mais c'est un jeu sérieux. Alors, cette idée de ludique, mais en même temps sérieux, c'est important. Ici, c'est le nom de Maria Santissima, la mère de Jésus, qu'on peut lire. Et c'est curieux ici, c'est difficile à voir là, mais c'est rouge et noir. C'est aussi l'utilisation de deux couleurs dans cette jeu. Ou cet autre qu'on peut lire au début à chaque côté, Regina Maria Sofia, c'est le nom de la reine. Ou à côté, il y a tellement de possibilités qu'il dit qu'ils sont 1 million et quelque chose de possibilités de faire des phrases avec tous ces... c'est un jeu. Ce qui est curieux, c'est que le temps perdu
à faire le jeu, ou le temps perdu à lire le jeu, c'est une forme d'hommage à la personne. Alors, cette idée de ludique et sérieux le montre là. Par exemple, l'idée de possibilités multiples qu'on a parlé hier avec l'idée d'ordinateur, la possibilité de construire avec l'ordinateur des phrases, on peut le faire un peu ici. Et on peut voir aussi le travail des années 60, cet livre de Queneau, par exemple, qui a de 1000 milliards de poèmes, non? Cette idée de possibilité de faire des poèmes. Là, c'est vraiment un labyrinthe. On peut lire, mais la phrase se peut construire de tellement de possibilités aussi. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est la possibilité du lecteur, de nous qui sommes devant le livre, de construire le sens du texte. Ça, c'est très contemporain. Cette idée que le sens du texte n'est pas construit par l'auteur, cette autorité qu'on a parlé aujourd'hui aussi, ce n'est pas une autorité forcée par l'auteur, par l'écrivain, mais c'est un hommage, un éloge du lecteur. Ça, c'est quelque chose de très, très contemporain. Par exemple, ça, c'est un livre qui enseigne à faire de labyrinthe. Ici, on montre comment se faire. Cet autre, c'est aussi la folie, comme on peut voir. Là, c'est très intéressant parce qu'il est écrit ici avec chaque mot en miroir. Et après, on a la déchiffration, mais un jeu une autre fois. Ça, c'est ce livre que, après, qui veut peut toucher et voir, parce que ça c'est important, c'est pas la même chose vraiment. À nous et Anna s'intéressait beaucoup par le livre, par exemple. Cet livre reprendre la forme, l'image d'une collection très importante au Portugal de poésie. C'est une collection très connue. Et Anna utilise ça pour faire un livre de poèmes, mais comme vous pouvez voir après, ce sont des textes qui sont visuels. Alors, c'est un livre de poésie, mais c'est un livre de poésie vraiment différent. Ou cet autre qui s'appelle Carte d'imagination et de la mémoire. C'est aussi un livre que c'est fait comme cela. Ces livres, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de labyrinthes qui sont faits aussi, donnés à cet évêque de Porto quand il arrive à la cité. Ça, c'est difficile à voir. Ils sont tous différents. Par exemple, cette-là, comment ça est fait du fin pour le début, dans cette direction-là. Ça, c'est du centre, on commence à lire. Cette-là a des formes, alors cette idée de l'utilisation de l'image dans le poème même. Ces autres. Ça, c'est un épigramme aussi avec des formes. Le cercle qui est là avec d'autres signes, pas seulement. Et ça, c'est pour montrer un livre de droit civil, un livre du 18e de droit civil que les dernières pages sont la folie. Et par exemple, j'adore cette dessin avec des mots, cette histoire. Et c'est curieux parce que c'est aussi quelque chose de très baroque. C'est pas le centre. Il y a un mouvement de décentrer. Ou cet autre, avec les mots complètement au dehors de son lieu. Des jeux que c'est fait avec un code. Et on voit ça, par exemple, cette relation entre le jeu, mais aussi avec son opposé, la mort. Le jeu et la mort, le jeu et le deuil, comme une des caractéristiques du baroque, dans quelques travaux de Anna comme cette-là. Je passe.
seulement pour montrer comment il y a des choses incroyables au XVIIe. Ça, c'est un petit livre, probablement personne n'a vu dans l'exposition, mais c'est un livre au XVIIe siècle pour apprendre à écrire avec un vowel, comme on dit, un voyelle seulement. Comment écrire seulement avec une voyelle? C'est le XVIIe siècle. C'est pas Pérec aux années 60. Et j'adore Pérec, c'est pas cette relation avec la mort comme important, on peut le voir par exemple aussi dans un dessin texte du XVIIe qui s'appelle Camino del Nada, chemin du rien, un texte mystique. On a la forme de la croix aussi pour faire le chemin mystique. Je n'ai pas de temps. Autre catégorie importante au baroque, l'allégorie, cette folie de l'interprétation. Tout est autre chose. Tout est une autre chose. Par exemple, le Dreams, on a parlé des rêves aujourd'hui, et Anna a noté tous les jours son rêve, ses rêves. C'est curieux ici parce que la signature c'est fait elle reprend dans cet dessin Fuseli, vous connaissez le Nightmare, le Nightmare de Fuseli avec le monstre, mais aussi toujours avec des textes là. Et c'est ici qu'elle signe son nom avec aussi une échelle de Jacob. C'est pour moi aussi une forme pensée, l'allégorie. Je ne vais pas parler de ça. Seulement montrer cette métalangage que j'étais en train de vous parler. Écrire, dessiner. Et cette idée, on voit beaucoup de fois dans le travail d'Anne. On ne sait jamais si c'est seulement d'écrit ou de poèmes ou de dessins. La relation avec le XVIIe et XVIIIe, c'est constant. On voit par exemple dans ce dessin. Cette relation avec la voix et l'écriture, c'est quelque chose qui l'intéresse. Comme dans son travail des essais sur le baroque, ce sont de textes, de dessins construits avec des textes dans la période XVIIe, XVIIIe. Comme dans la même série que je vous ai montré déjà, ces dessins avec des formes suspense dans l'eau. L'eau, c'est très important aux périodes baroques et dans le travail de Anne. Et cette suspension qu'on voit aussi, même dans les années 2000, quand elle commence à travailler comme le gens dans la rue, dans les murs de la rue avec des graffitis. Et elle avait déjà 80 ans déjà, presque. Je montre, pour terminer, seulement deux choses. Un, c'est un poème, parce qu'elle était aussi poète. Et un poème où je pense qu'elle dit tout sur qu'est-ce que c'est sa poésie, sa forme de relation avec le monde. Qu'est-ce que l'architecte du non-utile entre les cosmos et les chaos? Le poète regarde le monde et le réinvente. Ce n'est pas une représentation, c'est une réinvention. Dans son jardin fait d'encre. Et ce jardin fait d'encre, c'est l'écriture, mais c'est le dessin ou sa forme de relation avec le monde. Par exemple, en 1975, après la Révolution, 1974 au Portugal, Anne a filmé les murs de Lisbonne et a fait un film très curieux parce que ce sont des signes suspens d'une relation avec le dessin et les mots d'ordre écrits dans les murs de Lisbonne. Mais c'est très curieux parce qu'aujourd'hui, on a dans le film les mots dans les bouches des gens, mais dans les murs, elle est
tellement suspendu le sens qu'on ne comprend presque rien. C'est un peu comme ces dessins des graffitis. Je passe seulement ça pour terminer. Se alguém queria saber quais eram os sentimentos, qual é a vontade, quais são os objetivos do nosso povo, hoje, este dia, deu a resposta. Em 25 de abril, as Forças Armadas destituíram o governo fascista e colonialista de Marcelo Caetano. Merci.